Moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition dont voici les titres. Une mission de la MINUSMA dans le nord du Mali a été la cible de plusieurs attaques ce week-end et ce lundi. Une attaque de la garnison des forces armées du Mali à proximité de la frontière avec la Mauritanie a fait des morts ainsi que des dégâts matériels. La Tunisie a un nouveau Premier ministre en la personne de Habib Essi, ex-ministre de l'Intérieur, le nouveau chef de l'exécutif et avant tout un spécialiste des questions de sécurité. Et les réfugiés syriens au Liban doivent désormais disposer d'un visa et d'un permis de séjour. Beyrouth a imposé ces dispositions à compter de ce lundi pour combattre l'afflux de ces réfugiés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Au Mali, plusieurs attaques ont été perpétrées ce dimanche dans le nord du pays contre la MINUSMA, la mission des Nations Unies, et l'un de ses sous-traitants. 4 camions contenant du matériel appartenant aux Nations Unies ont été interceptés par des hommes armés. Après avoir pris le contrôle du convoi, les assaillants y ont mis le feu. Toujours dans le nord du Mali, un véhicule des casques bleus nigériens a sauté sur un engin explosif commandé à distance. Bilan, 6 blessés, dont 3 dans un état grave. Et tôt ce lundi, des éléments non identifiés ont lourdement attaqué la garnison des forces armées du Mali de Nampala, à proximité de la frontière avec la Mauritanie. L'information a été confirmée par le gouvernement du Mali, qui a vivement condamné cette nouvelle violation du cessez-le-feu. Et le bilan fait état de plusieurs victimes, mais aussi de dégâts matériels. Direction le Nigeria à présent. Le groupe islamiste Boko Haram s'est emparé d'une base militaire le week-end dernier dans le nord-est du pays. Plusieurs localités voisines de cette région ont été prises d'assaut par ces combattants. Le bilan fait état de nombreuses personnes tuées et de milliers de déplacés. La Tunisie a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de l'ancien secrétaire d'État sous Ben Ali, Habib Essid, qui a été nommé ce lundi. Sa désignation à ce poste avait été annoncée un peu plus tôt par le président de l'Assemblée. Pour respecter les formes, le parti majoritaire Nida Tunis a fait son choix et s'est rendu au palais de Carthage le présenter au président. Et ce choix, c'est celui d'un homme extérieur au parti, Habib Essid, 65 ans, ministre de l'Intérieur en 2011, juste après la révolution qui a chassé le président Ben Ali. L'intéressé est venu l'annoncer tout de suite après. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République qui m'a chargé de former le premier gouvernement de la Seconde République. Si tout va bien, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer les consultations avec les partis, les institutions nationales et la société civile. Habib Essid a maintenant un mois renouvelable une fois pour former le gouvernement. Si ses compétences en matière sécuritaire sont reconnues, son passé sous le régime Ben Ali peut poser problème. À l'époque, il a été chef de cabinet du ministre de l'Intérieur et secrétaire d'État à l'environnement. Le parti islamiste Ennahda a accueilli positivement cette nomination, mais elle peut aussi donner rétrospectivement raison à l'ancien président Moncef Marzouki. Dans la campagne électorale qu'il a menée contre Béji Caïd Essebsi, il dénonçait les risques d'un retour de la dictature. Finalement, M. Essebsi a été élu fin décembre et Moncef Marzouki est retourné dans l'opposition. Le comité sénégalais des droits de l'homme a organisé ce lundi à Dakar un atelier sur le droit pénal et les obligations internationales du Sénégal en matière de droits humains. L'atelier s'est déroulé au bureau Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Des explications avec Louise Tinassagna, Souleymane Anne Antoumar. Le Comité sénégalais des droits de l'homme en tant qu'institution de promotion et de protection des droits humains
en charge entre autres d'examiner la conformité des projets de loi avec les obligations internationales en matière de droits humains, décide d'œuvrer à côté de l'État et de la société civile pour un code pénal et un code de procédure pénale répondant aux standards les plus élevés en matière de droits de la personne humaine. Vous savez, depuis 1965, on n'a pas modifié de façon globale et holistique le code pénal et le code de procédure pénale. Maintenant, ça sera fait. La démarche, c'est qu'on a réuni tous les acteurs intéressés, les juristes, les membres de la société civile, les organisations de droits de l'homme, les organisations de femmes et d'enfants, les institutions. Pour la première fois, on respecte les procédures concernant les missions du Comité sénégalais des droits de l'homme. Et sur un texte extrêmement important, le code pénal, le code de procédure pénale, de nous donner la possibilité d'une lecture, d'amender et de le proposer effectivement aux parlementaires. La société civile a répondu massivement à l'appel du Comité sénégalais des droits de l'homme. Ces derniers veillent à ce que le code pénal et le code de procédure pénale de notre pays reflètent les aspirations des Sénégalais. Donc nous, pour ce qui nous concerne, ce qui est de l'AGS, nous considérons qu'on ne peut pas bâtir une société solide, démocratique, avec un développement durable, en continuant à laisser se faire sans impunité les violences contre les femmes et les enfants. Donc notre apport à ce travail, ça a été de bien veiller à ce que l'État du Sénégal lui-même a signé. La constitution qui a été acceptée par tous les Sénégalais par référendum. Ainsi, les parlementaires de notre pays sont invités les 7, 8 et 9 de ce mois à étudier avec la société civile le code pénal et le code de procédure pénale sénégalais et donner le point de vue le plus large de la société sénégalaise. Au Sénégal toujours, suite à l'attaque manquée contre le palais de Banjul le 30 décembre dernier, l'opposant gambien Cheikh Sidia Bayo, résident au Sénégal, s'est fait arrêter et a été placé en garde à vue à Dakar depuis samedi. Le leader du Parti national pour la transition en Gambie devra-t-il être extradé dans son pays d'origine? Eh bien, le Comité sénégalais des droits humains s'exprime sur la question et c'est au micro de Louise Tinassagna. Nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, c'est d'éviter de procéder à des extraditions vers la Gambie. Parce que, quand même, d'après les textes au plan international, on ne peut pas extrader quelqu'un dans un pays où il risque la peine de mort. Et effectivement, ces gens risquent la peine de mort, ça c'est un. De deux, nous aimerions effectivement entendre les voix les plus autorisées pour éviter que les gens qui ont été arrêtés ne soient exécutés. Voilà. Donc les voix les plus autorisées, je parle de l'Union africaine, nous interpellons le président de l'Union africaine, nous interpellons le président de la CEDEAO, nous interpellons la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Si une mission peut se rendre dans les meilleurs délais, effectivement, pour empêcher, franchement, que les personnes ne soient exécutées, ce serait une excellente chose. C'est ça notre message fondamental. C'est en réalité pour le respect du droit à la vie qui est un droit fondamental de l'homme. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est que si les gens sont arrêtés, qu'ils puissent bénéficier d'un procès équitable. Et qu'effectivement, en aucun cas, qu'ils ne soient exécutés. C'est une tradition d'asile que nous avons au Sénégal. C'est une vieille tradition d'asile. Et nous avons reçu beaucoup de personnalités intellectuelles, politiques dans ce pays depuis Léopold Sédar Senghor. Et il est évident que je pense que toutes les populations sénégalaises seront d'accord avec moi pour que cette tradition soit maintenue, voire renforcée. C'est très important parce que ça fait partie également des facteurs qui contribuent à faire du Sénégal une référence en matière de droits humains. La suite de l'actualité à présent, brève et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Aminata Mariko. Au Mali, plusieurs attaques ont été perpétrées dimanche dans le nord du Mali contre la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, et l'une de ses sous-traitants. Un camion de l'ONU a ainsi sauté sur un engin explosif et 4 autres camions appartenant à un sous-traitant de la MINUSMA ont été brûlés.
Terrorisme toujours au Niger, les députés nigériens de Difa ont interpellé le gouvernement le 30 décembre sur la menace grandissante de Boko Haram dans leur région frontalière du Nigeria où agit la secte islamiste. Ces élus de l'opposition sont inquiets car ils voient de plus en plus de jeunes de la région qui rejoignent les rangs de Boko Haram de l'autre côté de la frontière contre de l'argent. Sur la grande île à Madagascar, cela fera bientôt un an que Eri Rajaonari Mampianina a pris ses fonctions à la tête de l'État et le climat social reste tendu, marqué notamment par les problèmes de délestage dans les grandes villes, le processus de réconciliation nationale et la gestion du cas du Mar Caravalo-Manana seront aussi au menu de ce début d'année. L'ancien président a été rapatrié dans la capitale mais vit toujours en résidence surveillée. Nous poursuivons cette édition avec le Liban qui a décidé de limiter l'ouverture de ses frontières avec la Syrie. Les autorités libanaises imposent désormais aux réfugiés syriens, et ce depuis ce lundi, l'obtention de visas ou de permis de séjour. Et c'est une décision pour freiner l'afflux de ces réfugiés. Le Liban se dit débordé. Ce lundi, les barrières des frontières entre le Liban et la Syrie ne s'ouvrent plus sans un visa. Les nouvelles règles ont été publiées sur le site internet de la Sûreté générale libanaise. Et c'est uniquement à la frontière et non à l'ambassade que le sésame sera octroyé. Depuis les indépendances de leur pays dans les années 40, Libanais et Syriens ont toujours voyagé librement. Seule une pièce d'identité suffisait alors. Cela va avoir des conséquences. Les gens font des affaires ici, des travailleurs, des chauffeurs. Certains travaillent ici depuis au moins 20 ans. Bien évidemment qu'ils vont être affectés par cette décision, parce qu'il y a des papiers à faire pour entrer au Liban, mais aussi pour repartir en Syrie. C'est fatigant et stressant. Ce n'est vraiment pas évident. Désormais, ils devront se munir d'un de ces visas, qu'ils soient notamment touristiques, médicaux, étudiants ou de transit. Toute une procédure inédite entre les deux pays. Je ne comprends pas cette histoire de visa. Je pense que ça va marcher au moins pour 3 mois ici, en espérant que ça pose pas trop de problèmes. Et ensuite, ça ira mieux. Selon le HCR, le Liban reçoit au moins la moitié des 3,5 millions de réfugiés syriens dispersés dans les pays voisins, soit le plus grand nombre de réfugiés proportionnellement à sa population de 4 millions d'habitants. Et cette rentrée politique en France, le président français François Hollande s'est adressé ce lundi à ses citoyens. C'était au cours d'une émission de France Inter où il a été reçu en tant qu'invité. Et François Hollande est intervenu sur plusieurs points, notamment la loi Macron, le pacte de responsabilité, la position de la France à l'international et bien d'autres sujets de sa politique économique. C'est sur France Inter que le président de la République a choisi de s'expliquer. 2 heures où il a évoqué sa politique point par point, à commencer par les chiffres du chômage. Il y a une responsabilité, celle que j'assume. Moi, je ferai dans ce quinquennat tout ce que je pourrai pour que l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, l'emploi en général puisse être à l'arrivée le résultat que j'aurai à présenter. François Hollande s'est montré plus agressif qu'à l'accoutumée, comme pour montrer qu'un nouveau train était en marche, mais son discours reste le même. Mise en place du pacte de responsabilité, retour de la croissance, pas de nouveaux impôts en 2015, mais pas non plus de baisse de la fiscalité. Le chef de l'État a également défendu la loi Macron qui sera examinée fin janvier par le Parlement. Avec ce discours, François Hollande, très impopulaire, a voulu se rapprocher des Français. Il y a des députés aujourd'hui qui quittent le groupe PS, il y en a eu un la semaine dernière. Ça devient un peu problématique, il faut qu'il remonte qu'il y a un chef en fait dans la maison socialiste. Il est en conquête des élus de gauche, des élites de gauche déjà dans un premier temps et puis après peut-être élargir à l'ensemble des Français. Sur le volet international, François Hollande l'a encore répété, la puissance en Syrie de l'organisation de l'État islamique est le résultat de l'inaction des Occidentaux contre le régime de Bachar el-Assad en 2013. Une erreur qu'il ne veut pas reproduire en Libye. Au sud de la Libye, il y a maintenant des foyers terroristes très importants. Et la France n'interviendra pas en Libye parce que c'est à la communauté internationale de prendre ses responsabilités. Une interview pour se repositionner sur tous les dossiers. François Hollande prépare les départementales de mars, les régionales de décembre et tente d'éviter à plus long terme une primaire à gauche.
Et aux États-Unis, l'histoire d'une petite fille de 7 ans suscite une vive émotion dans l'État du Kentucky. La fillette est l'unique survivante du crash d'un petit avion avec à son bord d'autres membres de sa famille. Saylor Gutler a dû faire environ 1 kilomètre avant de trouver des secours. Des explications dans ce reportage. Il revenait d'un voyage en Floride lorsque le pire est arrivé. Seule cette petite fille de 7 ans en bas à gauche de la photo a survécu à cet accident d'avion qui a tué ses parents, sa sœur et sa cousine. Saylor Gutler a réussi à s'extirper toute seule de la carcasse, puis elle a marché des heures à travers la forêt dans le froid pour chercher des secours. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu devant moi une petite fille de 7 ou 8 ans. Elle saignait, ses jambes, son visage et son nez étaient en sang. Elle m'a dit que sa maman et son papa étaient morts. Elle était pieds nus et elle ne portait plus qu'une seule chaussette. La petite Saylor a ensuite été conduite à l'hôpital et selon la police, ses jours ne sont pas en danger. Elle n'a eu que quelques os brisés et un poignet cassé. Elle nous a raconté qu'elle avait essayé de réveiller les membres de sa famille qui se trouvaient encore à l'intérieur de l'appareil. Mais comme elle n'y arrivait pas, elle a compris qu'elle devait aller chercher de l'aide. Il faisait nuit noire. Aux États-Unis, l'histoire de cette petite miraculée a beaucoup ému, mais ce que l'on retiendra le plus, c'est sans doute son incroyable courage à seulement 7 ans. Et du sport pour refermer cette édition du 17 janvier au 8 février 2015, la Guinée équatoriale va organiser la 30e édition de la CAN. Avant leur départ pour Malabo, les Aigles du Mali ont reçu des mains du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le drapeau national. L'honneur est donc revenu au capitaine Seydou Keïta de recevoir le drapeau national et cet après-midi au palais présidentiel de Koulouba. Et au cours de cette même cérémonie, les juniors basketteuses, vous l'avez vu tout à l'heure, championnes d'Afrique 2014, ont été reçues par le président Ibrahim Boubacar Keïta. À présent, écoutons quelques réactions au micro de Yacouba Dansoko et Malik Mbaye. La charge est très lourde, mais vous en avez l'habitude, vous avez l'habitude de nous émerveiller. Sachez que tout un peuple sera attendu vers vous, que tout un peuple va prier pour vous, dans le secret de nos cases, de nos maisons, de jour comme de nuit. De nombreuses prières, de nombreux rakas vous seront adressés. Parce que ce pays est un pays singulier, je le dis. On ne le dit pas souvent assez. Nous sommes une nation. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Peut-être un pays sans être une nation. Nous sommes une nation. Votre charge est plus lourde que la mienne. Hein? Elle est plus lourde que la mienne. À période constante, vous êtes appelés à sauver le pays, à l'amener sur les hauteurs. Chez moi, c'est quotidien, mais c'est partagé dans beaucoup de segments. Vous êtes là, sous les regards, sous les projecteurs. On vous accompagne avec beaucoup d'éclat, avec beaucoup de fanfares. Nos frères savent donner de la voix et du ventre. Bon, c'est vrai, c'est beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Mais c'est notre devoir. On n'a pas le choix, c'est notre métier. C'est une lourde tâche, mais le poids est lourd, mais bon, on les prend avec plaisir. On les prend avec plaisir. C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est notre métier. On fera le maximum. On part en Guinée équatoriale avec l'ambition de faire mieux et avec la bénédiction de nos parents et avec la bénédiction de notre nation, et on espère vraiment que Dieu nous aidera et que Dieu sera avec nous et qu'on aura la chance de faire mieux que par exemple au Gabon, Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud. Et signalons que le président Ibrahim Boubacar Keïta a mis à la disposition de la Commission nationale ad hoc de préparation et de participation du Mali aux compétitions internationales la somme de 50 millions de francs CFA
pour la préparation des aigles. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.